Donc, je vais vous présenter ce livre blanc. Donc, la version papier n'est pas encore disponible, mais vous pouvez télécharger l'intégralité sur le site Internet. Je vais commencer un petit peu en donnant quelques éléments sur la genèse de ce livre blanc, dans quel contexte il a été réalisé. Alors, je n'apprendrai rien à personne en disant que la forêt française ne se porte pas particulièrement bien et que dans bien des régions, on observe un dépérissement forestier, que ce soit dans les peuplements résineux de plaine, comme on les voit sur la photo de gauche à l'écran, qui concerne le massif d'Argonne, ou en forêt feuillue, comme la forêt de Compiègne que vous voyez à droite, où aussi bien les chênes que les hêtres sont bien malmenés par bien sûr les sécheresses estivales sur des sols extrêmement sableux, donc peu rétentifs en eau, mais aussi avec les attaques de hannetons sur les feuillus. Donc, un des enjeux face au changement climatique qui révèle finalement la fragilité des écosystèmes forestiers de France métropolitaine, il y a l'enjeu d'adapter les forêts et d'essayer d'accroître leur résilience dans un contexte donc de changement climatique sous toutes ses composantes. Alors, dans ce contexte, il y a différents documents stratégiques de planification forestière qui ont vu le jour. Il y a eu, alors un petit peu dans l'ordre chronologique, la loi d'avenir qui a prévu un plan national forêt-bois qui s'est décliné au niveau des régions par des plans régionaux forêt-bois. Il y a la politique des îlots d'avenir qui concerne plus particulièrement l'Office national des forêts et la forêt publique. Au niveau de la forêt privée, il y a les schémas régionaux de gestion sylvicole, les SRGS. Et puis, donc, vous avez entendu parler des assises nationales de la forêt qui ont été lancées au mois de novembre et qui sont en train de s'achever avec des conclusions attendues d'ici une quinzaine de jours à peu près. Alors, si on regarde un petit peu tous ces documents de planification ou de documents stratégiques, euh, on dégage un certain nombre de points communs qui ne sont pas forcément nouveaux. Et c'est un petit peu ce qui a alerté certains d'entre nous au sein de la Société botanique de France. D'abord, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas d'analyse des causes profondes du dépérissement forestier. Il y a un constat qui est celui du dépérissement, qu'on met en regard d'un autre constat qui est celui des changements climatiques, de l'élévation des températures, des sécheresses récurrentes et des hivers de plus en plus doux, donc qui favorisent aussi la prolifération de certains bioagresseurs. Mais si on va rechercher les causes finalement de la fragilité ou de la vulnérabilité des écosystèmes forestiers, eh bien, on ne les trouve pas dans ces documents. Et alors que beaucoup de plantations dépérissantes, et celles qui sont parmi les plus dépérissantes, ce sont souvent des plantations qui ont été faites hors station. Alors l'exemple des épicéas en plaine est particulièrement caricatural, mais ça n'est pas le seul. Également l'importance du sol, puisque la vulnérabilité des peuplements va être également très variable en fonction de la nature du sol et en particulier en fonction de la rétention, de la capacité de rétention en eau de ces sols. Je parlais des sols sableux il y a quelques instants, sans compter les sols qui ont été artificiellement appauvris en ressources, notamment des sols qui ont été drainés par le passé et qui ont été par différentes voies dégradés. Dégradation des sols également via des tassements excessifs sur des sols qui sont particulièrement sensibles au tassement, sur lesquels on a fait passer pendant longtemps, même si maintenant on tend à prendre des précautions, notamment au moment des phases d'exploitation forestière. Pendant longtemps, ils ont été soumis au tassement excessif par des véhicules forestiers de plus en plus lourds par ailleurs. Également des pertes de matière organique liées à différents types de travaux, ce qu'on appelle quelquefois le travail du sol, le travail préparatoire à des plantations qui se soldent parfois par des décapages excessifs des horizons superficiels où on a retiré finalement toute matière organique et donc tout le potentiel nutritif et rétentif en eau qui va avec. Il y a bien sûr les attaques de bioagresseurs, sans oublier qu'aujourd'hui, la majeure partie des bioagresseurs qui sont responsables d'attaques sévères sur les peuplements forestiers sont des bioagresseurs exotiques.
qui ont souvent été introduits fortuitement à la faveur de plantations, alors pas forcément des plantations forestières, hein, ça peut être des plantations en parc, en jardin, mais la majeure partie aujourd'hui des agresseurs, des bioagresseurs inquiétants, disons, sont de nature exotique. Et puis des peuplements qui ont pu être fragilisés aussi par des pratiques sylvicoles, sinon inadaptées, en tout cas un petit peu trop intensives par rapport à la capacité de résistance des écosystèmes en question. Donc on pourra reparler éventuellement des modalités de coupe. Autre point commun, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes boucs émissaires. Donc le réchauffement climatique, bien sûr, le réchauffement climatique, les changements climatiques d'une manière générale jouent un rôle clé dans le dépérissement forestier, mais ça ne doit pas masquer pour autant les autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et puis un autre bouc émissaire qu'on retrouve assez souvent, même si le rôle, là, il ne s'agit pas non plus de nier le rôle du déséquilibre sylvo-cynégétique et des densité de gibier qui, dans certains secteurs géographiques, peut être effectivement excessif par rapport au potentiel de régénération des forêts, ça tend à, là aussi, masquer d'autres causes qui jouent un rôle au moins aussi important. Donc, ces deux boucs émissaires, hein, entre guillemets, jouent un rôle important. Mais il faut voir que beaucoup de plantations, et les plantations qui sont les plus touchées finalement par le dépérissement, sont souvent, alors évidemment on trouvera toujours des exceptions, mais la tendance générale, c'est que ce sont surtout les plantations monospécifiques, voire monospécifiques et équiennes, donc avec tous les arbres qui ont le même âge, et donc une structure très, très artificialisée du peuplement forestier, qui sont les plus touchées, y compris vis-à-vis des attaques de bioagresseurs. Et puis, on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi la densité de gibier, qui peut être dans certains de nos pays voisins, comme en Allemagne ou certaines régions de la Suisse, qui est bien plus élevée, finalement n'est pas un enjeu pour les forestiers de ces pays. Alors, autre point commun également, c'est qu'on a une vision souvent très réductrice de la forêt dans ces documents de stratégie forestière. La forêt est limitée aux arbres. C'est quand même toujours surprenant, pour ne pas dire inquiétant, qu'en 2021, parce que ces documents-là datent en tout cas pour les PRFB presque tous de 2021, la forêt s'est limitée aux arbres. Et on ne parle absolument pas des compartiments arbustifs, des compartiments herbacés, encore moins de ce qu'il y a sous le sol, donc la diversité microbienne ou en méso- et macrofaune du sol. Et voire même dans certains documents, ce n'est pas tous les arbres, c'est uniquement les essences commerciales ou qui ont un intérêt économique dont il est question. Donc on n'a toujours pas, en 2021, de vision véritablement écosystémique de la forêt. La définition de peuplement mélangé est quand même souvent assez surprenante et d'un point de vue écologique complètement aberrante. En gros, il suffit à partir de 10 hectares d'avoir un arbre qui n'est pas de la même espèce que tout ce qui domine le peuplement pour considérer que le peuplement est mélangé. C'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on lit dans certains de ces documents. Donc l'importance du sol est souvent très largement sous-estimée. Quand on parle puisque c'est à la mode, quand on parle de séquestration ou de stockage du carbone, évidemment, il est souvent question du stockage dans la biomasse aérienne et notamment dans les arbres. Au mieux, on va trouver le stockage de carbone dans les horizons superficiels du sol, mais tous les horizons un petit peu plus profonds, alors qu'il existe quand même de nombreux travaux scientifiques qui montrent l'importance de ces horizons profonds dans le stockage du carbone, eh bien là, il n'en est pas du tout question. Et puis, le terme de biodiversité qui revient très souvent dans ces documents, il est souvent, alors il est galvaudé bien sûr, mais quand il est utilisé à bon escient, c'est pour désigner une biodiversité patrimoniale, rarement une biodiversité fonctionnelle, et le lien finalement n'est pas fait entre la biodiversité fonctionnelle et justement les capacités de résilience forestière.
Alors, globalement, tous ces documents partagent aussi le fait que les résultats de la recherche en écologie, y compris en écologie forestière, ne sont absolument pas pris en compte. En gros, il y a un retard d'au moins 20 ans dans les résultats qui sont cités. Donc, tout ce qui est travaux sur l'écophysiologie des plantes en conditions de stress thermohydrique, c'est pas du tout intégré. Le métabolisme énergétique, ça c'est tout bête, mais on imagine bien qu'on ne peut pas avoir la même densité de peuplement sur des sols riches, rétentifs en eau, que sur des sols sableux et pauvres en éléments nutritifs, et pourtant le distinguo n'est pas fait dans certains de ces documents. Et dans certaines régions, c'est même pire que ça. Les concepts de niche climatique, de niche écologique, on en a parlé tout à l'heure dans la présentation sur le dispositif Renécofor. Là, malheureusement, ça n'est pas pris en compte non plus, y compris dans les préconisations d'essences éligibles à la replantation. Relation biodiversité-productivité, j'en ai déjà parlé. Sur la prévention des attaques de bioagresseurs, il y a énormément de travaux dans la littérature sur l'importance des mélanges pour mettre en œuvre l'effet de dilution, le même effet de dilution qu'on utilise en épidémiologie humaine, ou son contraire, donc l'effet d'amplification. Donc c'est bien connu, mais ça n'est pas implémenté dans les documents stratégiques. Ça n'est même pas cité d'ailleurs. Tous les travaux récents également en matière de génétique, d'épigénétique ou de vision holobiontique des arbres, là non plus, pas d'intégration des résultats de la recherche. Le carbone, j'en ai déjà parlé, on parle beaucoup de la forêt dans son rôle de piège à carbone. Par contre, les pratiques sylvicoles qui sont émettrices et qui font que le peuplement forestier va être émetteur de CO2 pendant parfois plus de 10 ans, voire 15 ans après la récolte de bois, ne sont pas du tout intégrés dans ces documents. Le microclimat forestier, je ne reviens pas dessus, Manuel en a parlé juste avant. Donc on a dit que beaucoup de travaux étaient en cours, avec quand même déjà des résultats qui pourraient être pris en compte dans la gestion. Et puis également, de manière générale, il n'y a aucune vision réflexive ou historique, notamment par rapport au sujet sur lequel la Société botanique de France s'est mobilisée, qui est la plantation d'essences exotiques et l'introduction de nouvelles essences exotiques en France. Alors, j'ai laissé en Hauts-de-France parce que j'ai repris une présentation que j'ai faite tout récemment au CSRPN Hauts-de-France. Donc, également, on ne va pas regarder non plus ce qui se passe ou ce qui se fait chez nos voisins européens. Même si on dit qu'on le fait, en réalité, ce n'est pas vraiment fait. Pour preuve, plusieurs essences qui sont préconisées en France sont déjà rapportées comme invasives, soit en France, comme le chêne rouge ou le noyer noir dans certaines régions, soit dans d'autres pays européens voisins, comme le tulipier de Virginie en Belgique ou la pruche de l'Ouest en Allemagne et en Suisse, ou encore déjà des espèces qui posent déjà des problèmes sanitaires parce qu'elles sont attaquées par des bioagresseurs dans les pays voisins, comme le Douglas ou le chêne de Hongrie. Et puis, enfin, il y a des idées reçues qui sont présentées comme des faits avérés, souvent. Donc, c'est un petit peu la mode des fake news, mais aussi dans les documents stratégiques, en partant du principe que les espèces indigènes ne sont plus adaptées. Donc, ça, c'est presque axiomatique dans les documents dans certains documents de planification. Ça s'est étayé par le fait qu'on observe effectivement des dépérissements sur les essences indigènes, mais ça ne veut pas dire que sous certaines conditions, elles sont complètement inadaptées. Donc on fait une croix un petit peu vite sur certaines essences indigènes. Il faut sûrement nuancer le propos. On considère aussi qu'un arbre, ça vit longtemps, ça vit plus d'un siècle, voire plusieurs siècles, et donc à cause de ça, ça ne pourrait pas s'adapter à des conditions qui changent plus rapidement. Donc c'est là que l'impasse est faite justement sur tous les travaux d'épigénétique et sur la dimension holobiontique des arbres, c'est négligé. On lit aussi que ce sont les peuplements jeunes qui fixent le plus de CO2, c'est ce qui justifie de dynamiser la sylviculture, de raccourcir les rotations, donc ce qui
évidemment, quand on fait un bilan complet du carbone à l'échelle de l'écosystème et non pas à l'échelle de l'arbre seulement, est très vite battu en brèche. Même chose sur les essences à croissance rapide. Et d'ailleurs, il y a un article qui est paru, je crois, la semaine dernière, qui démontre exactement le contraire, que ce sont les essences à croissance lente qui fixent davantage de CO2 quand on ramène ça par unité de surface et par unité de temps, par rapport à des essences à croissance rapide. Voilà. Et on retrouve assez souvent des remèdes qui ont fait l'épreuve de leur inefficacité, voire de leur dangerosité, notamment donc, le recours à certaines essences exotiques qui, qui ont déjà abouti à des échecs par le passé, et puis le raccourcissement des rotations donc, dont je viens de parler, parce que ça implique évidemment des perturbations plus fréquentes, tant au niveau des communautés végétales et animales qu'au niveau du compartiment sol. Alors, si on s'intéresse aux listes d'espèces préconisées par les plans régionaux forêt-bois, on voit que ces listes n'ont fait l'objet d'aucune validation scientifique, en tout cas d'un point de vue écologique. Il n'y a pas d'argumentation scientifique d'ailleurs sur ces espèces. Il y a souvent une confusion entre ce qui est science et ingénierie. Et donc, ces listes ont été soumises au niveau régional aux commissions régionales de la forêt et du bois. Donc, il y en a une dans chaque région et normalement, les PRFB ont été soumis à approbation de ces commissions. Je peux vous donner l'exemple des Hauts-de-France puisque je siège dans cette commission. Dans les Hauts-de-France, il y a eu un rejet, notamment de la liste des espèces préconisées, mais ça n'a pas empêché que derrière, la DRAF mette à la signature du préfet l'arrêté avec en annexe la liste des essences exotiques préconisées. Donc, même quand il y a un avis qui est donné, alors les CRFB, ce n'est pas forcément un avis scientifique, mais au moins c'est un avis d'expert, même quand il y a un avis négatif, ça n'empêche pas la publication de ces listes et l'encouragement par des mesures fiscales à la plantation de ces essences dont on sait qu'elles poseront des problèmes pour certaines. Et puis, donc, l'instance scientifique véritablement au niveau régional, c'est les CSRPN, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, qui ne sont pas consultés sur, d'une part, les documents et sur les listes d'espèces annexées à ces documents. Et donc, ce qui est proposé comme solution par beaucoup de ces PRFB, c'est un recours aux essences exotiques qui serait mieux adapté au climat actuel, voire au climat de demain, dans les différentes régions de France métropolitaine. Alors, est-ce une solution ou est-ce un problème? Eh bien, c'est cette question à laquelle s'est attaché répondre le groupe de travail qui a été constitué au sein de la Société botanique de France, de voir, d'évaluer un petit peu le risque associé à ces essences exotiques qui seraient mieux adaptées. Alors, si on prend tous les documents des PRFB de France et qu'on cumule les espèces qui sont sur les listes d'essences préconisées, on arrive à un total de 129 espèces, dont 67, c'est-à-dire 52%, sont des espèces exotiques. Alors, c'est un chiffre volontairement bas, puisqu'il ne prend en compte ni les hybrides. Or, tous les hybrides ont au moins un parent exotique. Tous les hybrides préconisés ont au moins un des parents qui est exotique, et ça ne prend pas en compte non plus les clones de peupliers. Alors, si on regarde un petit peu cette répartition, là, vous avez un camembert qui vous montre la répartition des 129 espèces. Donc, 45% sont indigènes. Et puis, le reste, donc, ce sont les hybrides et les cultivars, donc pour 6%. Et puis, des exotiques européennes, donc absentes naturellement en France. Donc là, la granularité que l'on a retenue pour le livre blanc, c'est la France. On ne fait pas le détail région par région. Donc, quand on dit exotique européenne, ce sont des espèces qui n'existent nulle part en France, sur le territoire métropolitain français, à l'état indigène. Et pour les exotiques extra-européennes, donc 42%, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas indigènes sur le territoire européen. Alors, si on regarde un peu plus en détail ces espèces exotiques,
On voit que la grande majorité vient d'Amérique du Nord, hein, pour 45%. Ensuite, c'est essentiellement le Proche-Orient pour 19%. Et viennent ensuite d'autres pays européens, donc les 14%. Et puis ensuite, par ordre d'importance, l'Extrême-Orient, c'est-à-dire essentiellement la Chine et le Japon. L'Afrique du Nord est mise à part les espèces qui sont à la fois en Afrique du Nord et dans la péninsule ibérique, et des espèces australiennes pour 4%, c'est-à-dire en fait les eucalyptus. Alors, si on regarde le détail par région, hein, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais c'est pour vous montrer que toutes les régions ne sont pas tout à fait à la même enseigne. Le record, c'est la région Centre-Val de Loire, puisque on a donc 42, en tout 42 espèces exotiques pour 40 espèces indigènes, dont 36 extra-européennes. Donc, c'est là où on trouve le plus d'espèces exotiques éligibles à subvention. Sinon, pour les autres régions, on a quand même davantage d'espèces indigènes que d'espèces exotiques dans les listes. Donc ça, c'est évidemment les espèces qui figurent sur les listes. Ça ne préjuge en rien de ce qui sera effectivement planté sur le terrain. Voilà, alors on peut, là, on s'est centré sur les espèces exotiques, mais on peut quand même se poser des questions sur certaines espèces indigènes, hein, qui sont éligibles à subvention. Par exemple, le frêne, qui reste éligible à subvention dans des régions où il est actuellement décimé par la calarose. Donc on se demande quand même quel est l'intérêt de financer un arbre dont il y a quand même de fortes chances qu'il n'arrive pas à maturité. Et même des ormes, il y a bien sûr les cultivars résistants d'ormes, hein, qui sont spécifiés, mais on retrouve encore de l'orme non résistant dans les listes d'espèces éligibles. Alors, on pourrait se dire que l'utilisation d'espèces exotiques en foresterie, c'est une longue tradition française. Alors, c'est relativement vrai, hein, puisque les premières plantations forestières d'essences exotiques, elles remontent au XVIe siècle, hein, sous François Ier, avec les premières plantations de résineux à Fontainebleau, qui furent aussi d'ailleurs les premiers échecs et les premières introductions d'insectes ravageurs exotiques, avec toute une série d'insectes dont l'introduction est contemporaine de celle de cette première génération de pins à Fontainebleau. Alors, avant ça, on avait déjà des essences exotiques qui avaient été introduites, hein, donc dès l'Antiquité et probablement même avant, mais pas dans un contexte forestier. C'est le cas notamment de beaucoup d'arbres fruitiers, du châtaignier, du noyer et d'autres. Sinon, les grands épisodes d'introduction d'essences exotiques en France, c'est les replantations sous le Second Empire, hein. Alors, bien sûr, le reboisement des terrains de montagne, mais également les plantations dans le massif des Landes, dans la Sologne, dans la Flandre maritime, dans la Champagne pouilleuse, etc. Tout ça, c'est les grandes plantations sous le Second Empire. Il y a eu les grandes plantations d'après la Première Guerre mondiale, comme le massif de l'Argonne, qui avait été dévasté et qui a été replanté principalement en épicéa. Et puis les plantations qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, là aussi pour reconstituer le capital forestier français avec le Fonds forestier national. Donc on pourrait se dire qu'avec cette longue expérience, il y a beaucoup de leçons à tirer, et qu'on peut déjà voir quelles sont les essences qui ont eu un certain succès, quelles sont les essences qui n'ont pas eu de succès, et quelles sont celles aussi qui ont posé plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu. Eh bien, bizarrement, il n'y a aucune étude de ce type qui est disponible, et il n'y a pas d'analyse rétrospective du rapport finalement entre le bénéfice et les inconvénients, les effets délétères qui ont été associés à ces plantations. Donc, il n'est pas trop tard pour le faire, mais manifestement, il n'y a pas de velléité pour le faire. Alors, il y a bien des études ponctuelles qui ont été faites, souvent à une échelle régionale, focalisées sur une essence en particulier, hein, notamment dans la Revue forestière française. Il y a eu plusieurs articles publiés en ce sens, mais il n'y a pas d'analyse systématique et globale sur l'ensemble des essences.
Alors, donc, à partir de là, la Société botanique de France s'est saisie du sujet, a constitué une équipe projet. Donc, vous avez à l'écran la composition. Donc, nous étions plusieurs rédacteurs, des relecteurs. On a eu besoin d'une aide juridique aussi pour l'utilisation notamment des images, des illustrations. Lucie, qui s'est présentée tout à l'heure, a été une des chevilles ouvrières du livre blanc en réalisant bien sûr la maquette, la mise en page et puis toute la mise en forme même, aussi bien en PDF qu'en format papier du livre blanc. Et puis beaucoup de collègues de la Société botanique de France ont été mis à contribution pour fournir des clichés photographiques. Et puis, pour ceux qu'on n'était pas capable d'avoir en interne, on a sollicité quelques personnes extérieures qui ont volontiers contribué à illustrer ce livre blanc. Alors voilà la couverture à gauche et à droite le plan, hein, le sommaire de ce livre. Donc le pourquoi un livre blanc, ben, je pense que je viens de vous le présenter. Et donc la Société botanique de France reste dans, dans son rôle tel que fixé par nos statuts, c'est-à-dire d'apporter un éclairage scientifique et objectif sur une question ouverte qui est celle de l'intérêt, les risques associés à l'introduction d'essences exotiques en forêt. Donc, on a évité toute posture idéologique. On a travaillé en toute indépendance aussi bien de ce qui peut être, comment dire, enfin, en dehors des arguments qui peuvent être avancés par le milieu forestier, en dehors des arguments avancés par les associations de protection de la nature ou de certaines ONG militantes. Notre position n'était absolument pas militante et absolument pas idéologique, si je puis dire, mais elle était scientifique et tout ce livre blanc repose sur une analyse de la littérature scientifique. Donc, quelques centaines d'articles ont été analysés. On en a retenu un petit peu plus d'une centaine à la fin, je crois que 120, pour écrire ce texte et écrire cette synthèse autour de 4 chantiers qui correspondent en gros aux 4 catégories de risques qui ont pu être identifiées comme étant associées à l'utilisation d'essences exotiques en foresterie. Donc, le chantier numéro 1, c'est réduire le risque d'invasion. Le 2, donc l'introduction de bioagresseurs exotiques. Le 3, réduire le risque d'érosion de la biodiversité. Et le 4, réduire le risque d'événements catastrophiques, c'est-à-dire des cas un petit peu particuliers. Et le livre se termine par un certain nombre de conclusions et de recommandations à l'adresse des gestionnaires forestiers d'une part et des décideurs d'autre part. Et puis quelques annexes qui apportent un complément d'information sur certains points. Alors, très succinctement, hein, je vais résumer un petit peu ces chantiers. Donc, celui de réduire le risque d'invasion, on sait déjà que dans les espèces préconisées, il y a des espèces invasives. Alors, il y a des espèces plus dangereuses que d'autres, on va dire. Il y en a qui sont invasives en toutes circonstances, d'autres qui sont invasives dans certaines conditions stationnelles, et puis d'autres encore qui sont invasives non pas en milieu forestier, mais qui sont invasives dans des milieux adjacents. Vous aurez reconnu bien sûr le robinier faux acacia, qui est bien sûr préconisé, je crois, dans toutes les régions de France à la plantation, qui, c'est vrai, en forêt, en milieu intraforestier, ne pose pas de problème. C'est même assez difficile de le régénérer. Donc les propriétaires qui font de la sylviculture du robinier vous diront que c'est quand même pas une sylviculture facile. Par contre, le risque, bien sûr, c'est que quand la plante s'échappe de la forêt pour aller envahir les milieux ouverts adjacents, que ce soit des pelouses, des landes, ou tout type de milieu à haute biodiversité. Et à ce moment-là, les effets, les impacts sont très vite délétères. Donc, parmi les essences préconisées, il y en a qui sont déjà connues comme invasives en France, d'autres qui sont invasives dans d'autres pays européens ou encore dans d'autres régions tempérées du monde où l'historique d'introduction est plus ancien. Donc, on pourrait tirer les leçons de ce qui s'est fait ailleurs. Pour l'instant, ça n'est pas fait. Et donc, dans le livre blanc, on a tenu à alerter sur ce point.
Et donc, souvent, elle coûte plus cher quand on prend en compte, d'une part, les impacts et ensuite le coût des méthodes de lutte pour tenter de contrôler l'invasion. On se rend compte que plusieurs de ces espèces vont vite coûter plus cher qu'elles ne rapportent. Donc, quel est l'intérêt de financer sur fonds publics la plantation d'espèces dont il faudra, avec les mêmes fonds publics, financer les mesures de contrôle ou la réduction des impacts? Alors, dans l'absolu, le risque d'invasion, c'est un risque réel avec toute essence exotique et qui est particulièrement difficile à prévoir. Donc, le principe de précaution pourrait s'appliquer. Alors moi, je savais que je suis un adepte du cerisier tardif, donc vous ne couperez pas à l'exemple du cerisier tardif, le Prunus serotina, qui aujourd'hui est considéré comme l'arbre le plus préoccupant, l'arbre invasif le plus préoccupant au niveau européen. Et comme il faut faire amende honorable, j'ai repris évidemment cette citation qui est tirée d'une communication devant la Société botanique de France en 1902 par un forestier qui s'appelait Ernest Guigné, qui était président d'ailleurs de la Société botanique de France à cette époque. Et à la conclusion qu'il donnait à son intervention qui portait sur Prunus serotina et Prunus virginiana, il concluait en ces termes: tôt ou tard, en parlant des qualités de ces deux arbres, ces qualités leur feront attribuer une large place dans nos travaux de reboisement et dans la culture de nos forêts. Le cerisier tardif mérite d'être propagé et d'entrer dans la composition de nos forêts. C'était en 1902. Nous sommes en 2022 et vous voyez que c'est devenu l'espèce la plus préoccupante au niveau européen. Vous avez en bas à droite une photo prise en forêt de Compiègne qui vous montre une parcelle qui a été coupée à blanc et qui a été complètement envahie à la suite par le cerisier tardif, faisant échouer toutes les plantations qui ont pu être faites dans cette parcelle, des plantations de chênes, si ma mémoire est bonne. Donc, alors que cette espèce était déjà, déjà décrite comme invasive aux Pays-Bas, en premier dans les années 60, eh bien, elle a été plantée quand même, y compris en forêt, jusque dans les années 1970. Donc, déjà à l'époque, on ne prenait pas en compte ce qui se passait chez nos voisins. Alors, le deuxième chantier, qui est de réduire le risque d'introduction de nouveaux bioagresseurs, vous avez un graphique là qui est issu des données du département de santé des forêts, qui montre la part croissante, et c'est une croissance exponentielle en fait, des bioagresseurs exotiques parmi les bioagresseurs qui posent des problèmes en forêt. Donc en fait, le nombre de bioagresseurs émergents, c'est-à-dire exotiques, croît de manière exponentielle depuis à peu près un siècle maintenant. Et donc aujourd'hui, 50% des maladies qu'on rencontre en forêt sont liées à des bioagresseurs exotiques. Vous avez deux exemples en photo. La pyrale du buis, c'est pas la photo du haut, c'est pas un sous-bois en hiver. C'est une photo faite en plein mois de juillet dans une chaînée à buis de la Drôme. Donc, c'est les dégâts causés par la pyrale du buis, donc qui est plus particulièrement par la chenille du papillon qui dévore et achève les buis. En bas, l'oïdium du chêne, donc il y a plusieurs champignons responsables, tous exotiques, de l'oïdium du chêne qui est responsable d'une mortalité massive des plantules de chêne, qui vient bloquer la régénération du chêne. Là aussi, on peut regarder un petit peu dans le rétroviseur. Vous voyez l'exemple de la Calarose du frêne. Nous sommes en pleine épidémie de Calarose du frêne qui continue à étendre, qui maintenant touche tout le territoire français métropolitain, qui est arrivé par le nord-est et qui s'est propagé très rapidement dans toute la France. Se souvenir que le champignon responsable de la Calarose du frêne a été introduit avec des frênes de Mandchourie, donc des frênes d'origine chinoise qui initialement ont été plantés en Pologne dans les années 90. Et à partir de la Pologne, il s'est propagé à toute l'Europe, causant donc des dégâts très importants. Donc, en France, le frêne représente une part importante de l'économie forestière, en particulier dans le nord et l'est de la France. Donc les propriétaires privés qui avaient tout misé sur le frêne subissent une déconvenue qui
qui est assez sévère. Alors, très peu d'études sur le coût réel de la calarose. La seule étude correcte qu'on trouve, ce qui est un coût estimé, c'est un coût total de l'épidémie de calarose pour le Royaume-Uni, qui a été chiffré pour le Royaume-Uni, donc à 17 milliards et demi d'euros. Le troisième chantier, c'est la réduction du risque d'érosion de la biodiversité. Donc, on a insisté dans le livre blanc sur le cas des monocultures d'essences exotiques, qu'elles soient feuillues ou résineuses d'ailleurs. Les mécanismes peuvent être différents, mais les effets sont à peu près les mêmes. Introduire une essence exotique, c'est un choc biotique, d'une part parce que l'espèce n'est pas introduite avec ses ennemis naturels, les ennemis qui vont éventuellement réguler ces populations dans son aire d'origine. Par contre, elle peut être introduite avec des bioagresseurs, et là, ce sont nos essences indigènes qui ne sont pas adaptées à ces nouveaux bioagresseurs. Donc, c'est un choc biotique. Et il n'y a pas de passé du tout de coévolution entre ces essences exotiques et nos écosystèmes forestiers. Donc, dès lors qu'on introduit quelque chose d'exogène dans un système qui, par ailleurs, tisse un certain nombre de relations positives, négatives, eh bien, on va perturber ce système de relations, ce système d'interaction biotique, et c'est ce qui se passe donc, quand on introduit une espèce exotique. Donc, ces espèces peuvent agir par des effets directs, comme la lélopathie, par exemple, par la qualité du bois qui va, par exemple, peut se décomposer et donc s'accumuler sur le sol. Ça peut limiter le nombre de micro-habitats nécessaires pour toute une faune. Il y a des effets indirects également via le microclimat. Évidemment, quand on substitue des peuplements feuillus par des peuplements résineux, l'alternance saisonnière de l'arrivée de lumière au sol va être complètement supprimée et provoquer des bouleversements au niveau de la strate herbacée et de tout ce qui est dépendant de la strate herbacée. Des effets sur le sol, ne serait-ce que par les méthodes d'implantation ou de récolte. Vous voyez sur la photo en bas à droite, juste après l'exploitation d'une plantation de Douglas dans une forêt du bassin parisien. Donc évidemment, vous voyez que sur le sol, cherchez la strate herbacée. Si vous la trouvez, vous me prévenez. Et puis, donc, tout un tas de pratiques qui sont assez traumatisantes pour le sol et pour les communautés biotiques. Sur les deux photos de gauche qui sont prises dans le même massif, c'est une forêt dans le Morvan avec une chaînée sur sol acide à droite, et à gauche, dans la parcelle d'à côté, on a substitué cette chaînée acidiphile par une plantation de Douglas. Donc, vous pouvez comparer la diversité au sol à l'extrême gauche. Donc, ce ne sont pas des herbacées que vous voyez, ce sont des branches de Douglas. Alors, en haut à droite, c'est pour vous donner quand même, pour vous faire rêver, voilà le Douglas en situation naturelle, une photo prise dans l'Oregon, ici, dans une forêt d'Oregon, proche du littoral. Donc, évidemment, la diversité du sous-bois n'est pas la même, alors qu'on est dans un peuplement pas pur, mais très largement dominé par le Douglas. Alors, une remarque en passant, la plantation d'essences exotiques dans un habitat qui héberge une ou plusieurs espèces protégées ou qui présente une valeur écologique majeure, eh bien, selon l'arrêté du 19 décembre 2018 qui fixe la liste des espèces, enfin, des habitats naturels qui peuvent faire l'objet d'un arrêté préfectoral de protection en France métropolitaine, eh bien, ce type de plantation s'apparente à une destruction de l'habitat. Donc, c'est prévu par l'alinéa 3 de l'article L411-1 du Code de l'environnement, et ça constitue un délit. Voilà. Donc, actuellement, on n'applique pas véritablement la loi, et on laisse faire. Vous avez à droite deux photos qui sont prises dans le même massif, des plantations de résineux qui ont été faites, qui sont assez jeunes et qui, en fait, elles ne sont pas jeunes, elles sont assez âgées, mais elles poussent mal. Donc, on a l'impression qu'elles sont jeunes, mais elles ne sont pas si jeunes que ça. Et du coup, il n'y a tellement pas d'intérêt à faire de la sylviculture, du pin sur ce type de station, alors qu'on les a plantées sur des landes qui étaient par ailleurs très riches au niveau biodiversité. Eh bien, aujourd'hui, avec les mêmes finances publiques, eh bien, on désenrésine et on coupe les pins pour restaurer la lande.
Donc, on a financé une première fois pour la plantation des pins, on finance une deuxième fois pour la restauration de la lande qu'on a détruite. Enfin, le quatrième et dernier chantier, c'est réduire le risque d'événements catastrophiques. Là, ça concerne souvent des espèces en particulier. Alors, évidemment, il y a le risque incendie avec des espèces qui sont très inflammables. Alors, il y a l'exemple de l'eucalyptus qui est très caricatural, mais pourtant, si on lit la presse de ces dernières semaines, on a encore certains professionnels de la filière bois qui assurent droit dans leurs bottes que non, l'eucalyptus n'est pas plus inflammable qu'un autre arbre. Bon, il y a peut-être une initiation à la botanique à faire quand même, et rappeler que quand ils Faut leur utilisent, faire faire le DU. devraient faire le DU, ou alors demander, aller dans la première officine venue, ce qu'on donne en cas d'infection ORL, si l'essence d'eucalyptus, si le mot essence pour eux, ça n'évoque pas quelque chose d'inflammable. Voilà. Et même chose avec des pins, comme le pin de Monterey aussi, qui est réputé extrêmement inflammable. Donc, quand on voit que ces essences sont encouragées à la plantation, principalement dans les régions méditerranéennes, donc en région PACA et en région, le nom de la nouvelle région Aquitaine m'échappe. C'est Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? Je ne sais plus. Oui, c'est Ouais, Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, voilà. Donc, les eucalyptus sont sur les listes d'espèces encouragées à la plantation, alors que c'est là qu'on a le plus fort risque d'incendie de forêt. Donc, on peut se référer à ce qui se passe en Espagne, au Portugal ou même en Californie, et on verra ce que ça peut provoquer. Ou alors, autre exemple, ce sont les essences qui sont particulièrement vulnérables au vent, parce qu'elles cassent, elles ont un bois très cassant. Alors, ça concerne essentiellement des résineux, pas que, mais surtout quand même des résineux. Certains sont plus résistants que d'autres, donc là aussi, il paraît sage d'éviter de planter des espèces au bois très cassant dans des couloirs de tempête qui sont reconnus. Bon, je passe sur les effets aggravants de l'érosion des sols et des effets inondations, mais il paraît évident que sous des plantations où il n'y a plus du tout de tapis herbacé qui peut se développer, eh bien, l'érosion des sols en sera d'autant plus facilitée. Alors, par contre, ma diapo ne passe pas. Impression. Pardon, voilà. Voilà. Alors, je ne vais absolument pas rentrer dans le détail parce que la diapo est chargée et vous retrouvez tous ces items en fait dans le livre blanc. Donc, on a terminé par un certain nombre de conclusions et de recommandations qui s'appuient sur des faits scientifiques et sur des données de la littérature scientifique. Donc, vous avez en noir, en gros, une liste des préconisations. Et en vert, en fait, c'est le fondement scientifique qui se trouve derrière cette recommandation. Donc, par exemple, pour prendre juste le premier exemple, réserver chaque essence à des stations présentant des conditions optimales, ça s'appuie évidemment sur les optimums de niche écologique et la superposition de la niche qui est espèce spécifique avec des conditions de station particulières. Privilégier les mélanges d'essence, ne serait-ce que pour les rendre plus résistants aux attaques de ravageurs, ça s'appuie sur l'effet de dilution qui est parfaitement documenté, etc. etc. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la démarche scientifiquement fondée de cette liste de conclusions et de recommandations. Donc, on a terminé avec 6 pistes d'action pour les pouvoirs publics que vous retrouvez ici. Donc, là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on demande à ce que soient évalués et hiérarchisés les risques, espèce par espèce, qu'il y ait une véritable évaluation du rapport bénéfice-risque. Et un bénéfice-risque, ce n'est pas un instantané, ça s'évalue sur le moyen terme et sur le long terme. On a rappelé tout à l'heure, le temps d'évolution des écosystèmes forestiers, c'est les temps longs, donc il faut les prendre en compte. Capitaliser les références scientifiques dans des méta-analyses. Il y a quand même une abondante littérature scientifique, en particulier sur la réponse des écosystèmes forestiers au changement climatique. Donc, il est temps quand même de valoriser cette recherche qui est faite et qui est financée, encore une fois, par les mêmes finances publiques. Exploiter les apports des arboretas et des dispositifs existants. Vous entendez là aussi dans les médias qu'on met en place tel ou tel dispositif.
C'est bien de mettre en place des nouveaux dispositifs, mais il faudrait peut-être exploiter aussi les dispositifs qu'on a mis en place et qu'on a quelquefois oubliés et qui ont pourtant plusieurs dizaines d'années d'existence. C'était très bien qu'on ait la présentation du dispositif Rennes-Ecofort, puisque Rennes-Ecofort fait partie de ces dispositifs qui sont une réelle aide à la décision en matière de gestion forestière, vous voyez, avec 30 ans d'existence. Commencer par adapter la sylviculture. Je pense qu'il est grand temps de réviser certains itinéraires techniques et de soumettre l'introduction d'essences exotiques à une étude d'impact préalable. C'est un petit peu dommage, vous voyez, quand on de boiser, d'enrésiner une lande pour après la désenrésiner. Vous voyez que le bilan financier n'est quand même pas terrible. Voilà, et dans les annexes du livre blanc qui apportent des compléments d'information, on a un encadré en particulier qui est là pour combattre quelques idées reçues. Donc, ce sont toutes les phrases que vous avez à l'écran, ce sont des extraits notamment des PRFB, mais aussi d'autres documents de gestion, d'autres documents stratégiques. Donc, ce sont des phrases isolées. Alors, elles ne sont pas isolées de leur contexte, mais c'est dans les documents stratégiques qu'elles sont isolées de leur contexte. Donc, de dire la forêt est le principal puits de carbone, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. On sait bien qu'à l'échelle globale, c'est les océans qui sont les principaux puits de carbone. Et la forêt, qu'est-ce que c'est que la forêt? Voilà. Ce n'est pas n'importe quelle forêt non plus qui est toutes les forêts ne sont pas égales en matière de captation du carbone. Voilà. Donc ça, si vous êtes intéressé par ces démentis, je vous invite à aller voir l'encadré qui est dans le livre blanc. Voilà, je vous remercie pour votre attention.